Donc le titre est Strategic Portfolio Choice sur les Methods et Applications. J'ai mis un peu de temps à comprendre ce qu'il voulait dire et ce que je pouvais dire sous cet intitulé. En fait, ce que j'ai décidé de faire finalement, c'est de vous décrire un certain type de modèle, donc qui s'appelle le modèle de choix stratégique, d'allocation stratégique de portefeuille, qui, de manière assez amusante, ont été développés plutôt loin de la finance par des macroéconomistes qui faisaient de l'économie internationale, à une époque où on se préoccupait beaucoup des déséquilibres financiers entre pays. Donc l'énorme déficit, c'était dans les années 2000, 2005, quelque chose comme ça. L'énorme déficit américain, les réserves de change de la Chine. On ne savait pas comment ça allait finir et notamment on était incapable d'expliquer ces énormes déséquilibres, notamment de position brute entre les pays avec le modèle qu'on avait. Et donc il y a eu tout un courant de la littérature qui a essayé de prendre des modèles avec plusieurs pays. Donc c'est des modèles DSGE qui sont dynamiques, stochastiques, d'équilibre général, où on peut modéliser différentes composantes des pays et aussi la position, le compte courant entre ces pays-là. Et on a essayé donc de rajouter dans ces modèles à plusieurs pays des allocations de portefeuille, en se disant peut-être que chaque pays, chaque agent représentatif dans le pays, ou tous les agents comme un seul homme, décident d'investir à l'étranger parce qu'ils diversifient le risque, parce qu'ils se disent... donc on peut imaginer des histoires un peu concrètes, on peut imaginer des gens qui savent que l'économie du Mexique va être décorrélée, l'agriculture au Mexique va être décorrélée de l'agriculture... je sais pas, je suis en train d'inventer, donc je ne suis pas sûr que ça ait du sens, mais que ça va être décorrélé de l'Amérique latine, d'un autre pays producteur, et donc ils vont prendre des participations croisées d'un pays à l'autre pour s'assurer contre ce risque-là. Est-ce que c'est une bonne explication pour les portefeuilles entre les gros pays? C'est pas extrêmement clair. En fait, l'effondrement des positions nettes qu'on attendait, donc, les macroéconomistes prédisaient avec... il y avait qui c'est qui avait cette métaphore-là? C'était Obstfeld, un cartoon, un personnage qui court très vite, c'est... Le coyote? Le coyote, oui, Willy Coyote. Avec, donc, il disait le taux de change américain, c'est Willy Coyote qui court. Il est plus au-dessus de il est au-dessus du vide, mais il tombe pas parce qu'il n'a pas regardé en bas. Et donc, il se disait peut-être que le taux de change américain est vraiment surévalué et le jour où les agents refont des anticipations vraiment rationnelles, il va s'écraser. Ben, ça ne s'est pas vraiment produit. À la place, il y a la crise financière qui est arrivée et tout un tas d'autres problèmes et de choses qui manquaient dans les modèles, ce qui a rendu un petit peu moins urgente le courant de littérature dont je parlais avant. Ça, et puis d'autres problèmes techniques, dont je vais parler un peu après, qui font que finalement, c'est pas non plus sûr que c'est la bonne façon d'approcher les portefeuilles internationaux. Donc je travaille dessus, je travaille plus tellement maintenant. En revanche, les techniques sont intéressantes et pourraient très bien s'appliquer dans d'autres domaines, des domaines vraiment assez variés. Au niveau d'un individu, ça pourrait s'appliquer à des problèmes d'optimisation financière. Donc en fait, ce que je voudrais faire, c'est expliquer en quoi consiste le problème, comment on peut le résoudre en utilisant cette méthode de bifurcation. Donc ça, c'est un de mes objectifs. J'essaye pas de faire la revue de la littérature la plus large possible, j'essaye d'être clair, si je ne le suis pas, vous m'arrêtez. Maintenant, il y a une autre façon de résoudre des problèmes de portefeuille, c'est d'utiliser des méthodes de projection ou des méthodes globales beaucoup plus traditionnelles, des choses comme itération sur fonction-valeur. Et il se trouve que j'ai travaillé depuis un certain temps sur un logiciel qui permet de faire ça, et qui permet de résoudre des modèles d'anticipation rationnelle un peu plus larges, avec différentes spécifications des chocs.
Donc ça m'a semblé pertinent dans ce cadre-là, parce que ça peut s'appliquer à des modèles vraiment assez larges, allant de modèles d'éco-inter à un modèle de life cycle avec des choix de portefeuille ou pas, des diversifications de risques. Donc dans la deuxième partie, je vais vous montrer un peu ce logiciel-là, vous montrer comment on peut résoudre des modèles avec, et ou, en fonction un peu de votre intérêt, décrire les méthodes de résolution qui sont donc plus classiques, mais qui peuvent être utiles. Voilà, alors, c'est clair pour le plan là? On fait une pause à quelle heure? C'est jusqu'à 13h. 11h45 là. Donc 13h c'est la fin et 11h45. 13h, j'ai dit 13h, c'est peut-être 13h30. Ça paraît tard, 13h. 11h30 la pause. Donc, pour décrire le problème, je ne vais pas suivre l'ordre chronologique de découverte. Je vais décrire d'abord un modèle que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est le modèle de mean variance de Markowitz, d'optimisation statique. Après, je vais décrire comment il peut s'étendre à un modèle avec de la consommation intermédiaire, qui devient pour le coup plus compliqué à résoudre. Et après, arriver au point initial où il y a des portefeuilles dynamiques et l'équilibre général. C'est-à-dire que en fait, la question va plus loin, c'est qu'on ne veut pas juste l'allocation optimale du portefeuille d'un agent, on veut aussi l'équilibre de marché qui fait que tous les agents, étant donné les prix du marché, font des décisions optimales. C'est le truc des économistes, de s'intéresser à l'équilibre général. Sorry. Donc, le problème statique. Donc là, c'est vraiment la spéculation en bourse. Il y a N différents actifs qui ont des rendements stochastiques. Les rendements stochastiques, on les appelle RI. Pour simplifier ici, on va dire qu'ils ont un rendement espéré, RI bar, et puis un choc stochastique, epsilon I. Donc, on a une matrice de covariance pour les chocs stochastiques, on suppose qu'ils sont IID et distribués normalement. Donc, trouver le portefeuille, ça va être trouver des poids alpha I, dont la somme est égale à 1, tel que notre portefeuille nous donne la somme des alpha I fois les RI. Donc, on alloue des proportions à chacun des actifs RI. Ensuite, donc l'idée de Markowitz, c'est de dire, bon, pour choisir les alpha I, il faut donner un critère, et on peut arbitrer entre le rendement espéré, qui est donc l'espérance de R alpha, il est là, et la volatilité de notre portefeuille, qui est la volatilité de R alpha. Donc là, je n'ai pas défini que alpha, c'était le vecteur des alpha I. Voilà. Et donc, pour décider qu'est-ce qui va dominer, il y a un coefficient d'aversion au risque, sigma. Ça doit être sigma carré, non? Non, c'est pas grave. Donc, c'est assez facile de trouver la solution de ce problème formulé de cette façon-là. Et en fait, ce qui est important, c'est que le portefeuille optimal, alpha, il est solution de système linéaire, qui s'obtient en inversant à peu près la matrice sigma. On n'inverse pas exactement la matrice sigma parce qu'elle est carrée et qu'il faut une condition supplémentaire pour que tous les alphas soient égaux à 1. Donc on retire une ligne de sigma et on inverse ça. Alors, ça, c'est très simple en pratique et c'est pas très éloigné de ce qui se fait vraiment dans certaines banques, en tout cas celles que j'ai vues. Sauf qu'elles ne le font pas du tout comme ça, parce que les portefeuilles qui sortent d'une matrice de covariance, si on mesure, parce que la matrice de covariance, on essaie de la mesurer dans les données, donc on prend par exemple nos actions, on regarde les rendements historiques, on regarde la matrice de covariance, on l'estime, et puis après on regarde les alphas qui sortent de ça, et c'est des alphas très instables,
qui peuvent allouer une énorme probabilité à un investissement qui semble un petit peu, qui pour une raison X ou Y a bien performé, a été bien corrélé. Et donc, c'est beaucoup trop instable. Donc il y a des méthodes qui permettent d'obtenir des matrices sigma raisonnables, soit en utilisant un meilleur processus pour décrire les données, donc au lieu de juste calculer des covariances historiques, par exemple, pour essayer de fitter dessus des processus comme des Garches, des choses comme ça, soit en décomposant, en essayant de donner trouver la structure de cette matrice de covariance, donc en faisant des analyses de facteurs, en regardant les facteurs principaux et en laissant ceux qui ne sont pas importants, ou en sélectionnant, en séparant, disons, le choix des actifs dans lesquels on va investir et la diversification entre ces actifs. Donc je suis un peu vague là-dessus, c'est pas tellement ma spécialité. J'avais une autre chose à dire. Oui. Donc il y a un autre. Donc c'est pas, disons que ce que je veux dire, c'est que l'optimisation mean variance, c'est pas très très loin dans l'esprit de ce que les gens essayent de faire, mais la pratique c'est assez différent de ça. Alors il y a un autre point, c'est que si on utilise ça dans un modèle économique par exemple, c'est un petit peu bizarre de dire que les agents économiques vont avoir des préférences qui correspondent à ça. En fait, si on cherche quelles préférences pour des agents, si on essaye, disons, de microfonder un modèle derrière ça, les préférences qui correspondent aux mean variance, on va trouver que c'est des fonctions d'utilité quadratiques. Donc si on prend une fonction d'utilité quadratique dans le rendement... Ah pardon, j'ai sauté une étape. Si on voulait obtenir ces préférences mean variance comme l'espérance d'une utilité non linéaire, donc si on voulait passer au Expected Utility Framework, la fonction d'utilité qu'il faudrait utiliser, c'est une fonction quadratique. Donc, fonction d'utilité quadratique, vous voyez bien le problème, c'est que si je dis par exemple que j'ai une préférence pour ma consommation, ça c'est ma consommation, ça c'est ma préférence, si elle est quadratique, elle va faire comme ça. Et donc, c'est peut-être une bonne approximation localement, mais ça ne risque pas d'être une bonne approximation globalement. Bon. Par contre, la bonne nouvelle, quelque part de ce petit calcul, c'est qu'il existe une fonction d'utilité qui dépend de la moyenne et de la variance, qui correspond au calcul d'ici. Mais ce n'est pas une utilité espérée. Donc, maintenant, si on veut reprendre le même problème de portefeuille en utilisant des utilités plus traditionnelles, enfin traditionnelles dans le champ économique, et donc on prend comme fonction d'utilité la fonction log, une fonction Serrera, ou alors même une fonction Serrera avec un shift, donc qui ne va pas être homogène. Mais on ne peut plus du tout appliquer on ne peut plus appliquer les calculs d'avant. On doit tout refaire. Et on n'obtient pas en général de solution exacte en forme. On n'obtient pas de solution exacte. Donc, comme disons apéritif, on va regarder comment on peut résoudre ce problème-là, qui est pertinent. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Donc, supposons qu'on ait nos rendements qui sont donnés, les RI plus epsilon I, qu'on ait notre fonction d'utilité U qu'on a choisie parce qu'elle nous semble raisonnable, et maintenant on veut trouver les portefeuilles optimaux. Donc, on pourrait se dire, on va le faire... donc il y a différentes classes de problèmes. On peut chercher à allouer entre deux actifs, on peut chercher à allouer 100 actifs différents, et on ne va pas trouver le même genre de difficulté. Il faut être capable de calculer l'espérance qui est là-haut, qui est une espérance sur une fonction multinomiale, enfin une loi
une loi normale multivariée. Alors, en fait, ça pourrait aussi marcher avec des lois pas normales. Mais ici, pour simplifier, même avec des lois normales, ce ne serait pas si simple. Et donc, si on est capable, pour un certain alpha, de calculer cette espérance, après on peut se dire on va optimiser numériquement cette fonction qu'on peut mesurer, S alpha. Donc, pour calculer l'intégrale, je pense qu'il y a des gens qui sont assez familiers avec ça pour différentes raisons. Pour calculer cette intégrale-là, si on est dans des petites dimensions, il existe des formules de quadrature où on peut remplacer, on peut trouver un nombre fini de points pour les epsilon i, epsilon n, et un nombre fini de poids correspondant à ces points, tel que notre espérance, c'est une somme finie. Donc au lieu de supposer que les epsilon peuvent prendre une infinité de valeurs demain, ils peuvent prendre un nombre fini de valeurs. Mais ça va quand même être très précis parce qu'on choisit bien ces points-là et qu'on leur associe des probabilités par arbitraire. Donc ça, c'est des formules de quadrature. Mais quand le nombre de dimensions augmente, ça devient plus compliqué à faire. Il y a une approche, c'est optimal quantization. Donc ça, c'est assez théorie assez mathématique de gens comme ça. J'aurais pas dû chercher le nom parce que maintenant il m'échappe. Ou optimal quantization, il s'agit, on se dit qu'il faut choisir un nombre fini k de valeurs dans cette loi multinomiale et les choisir de façon à ce que l'intégration soit exacte. Mais ces k points-là ne sont pas nécessairement des produits cartésiens de cubature faites dans une dimension. Et donc ça va proposer des points qui sont assez naturellement écartés les uns des autres. Et ça va aussi donner des poids d'intégration. Et donc on peut utiliser ces points-là comme on le fait avec les cubatures. Et il y a en fait des pages sur Internet où on peut télécharger ces listes de points et les utiliser telles quelles. Donc une autre façon de faire, c'est de les tirer au sort. C'est très simple, c'est Monte Carlo. C'est une façon assez valide. Et il y a des méthodes de sparse grids qui consistent aussi à construire en plusieurs dimensions des ensembles de points dont le nombre ne grandit pas exponentiellement avec le nombre de dimensions et qui permettent de faire des intégrations exactes. Bon, en fait, je dis tout ça parce que c'est exactement les mêmes méthodes qui arrivent quand on fait la partie dynamique avec des projections. Et ça ne change pas tellement. Il y a des petites variantes, par exemple, au lieu, si on considère que l'intégration de U elle n'est pas précise, on peut dériver par rapport à alpha et intégrer le gradient plutôt qu'intégrer l'objectif. On peut faire pareil avec le jacobien. Bon. Et il y a une littérature très très chevelue sur le sujet. Donc, une autre façon de faire. Une autre façon, c'est d'utiliser la théorie de la bifurcation. Je ne vais pas faire beaucoup de théorie, j'explique juste comment ça marche. Donc c'était une idée proposée par Samuelson initialement. Et je vais montrer sur un exemple très simple. Il y a juste deux actifs. Un qui est sans risque, R bar, et un qui est risqué, R bar plus pi, où pi c'est une prime de risque qui correspond à la volatilité du terme additionnel epsilon, qui compense pour ce terme supplémentaire. S'il n'y avait pas de prime de risque, évidemment, on voudrait tout mettre dans l'actif non risqué. Donc le truc, c'est de se dire, on va paramétriser le problème par le niveau de risque, par lambda. Et pour une question d'homogénéité, en fait, on met un lambda carré en face de la prime de risque et un lambda en fonction du choc. Et on remplace le problème par un problème qui dépend de lambda. Donc d'allocation optimale, alpha, pour chaque niveau de risque, lambda, et on met ça dans la condition d'optimalité. Donc l'idée, c'est que pour chaque niveau de lambda, il existe un portefeuille optimal. On va trouver par le théorème de fonction implicite, on va récupérer la fonction alpha de lambda en récupérant les dérivées les unes après les autres, en partant de alpha 0. Bon, il y a un problème, c'est que alpha 0,
il n'est pas défini. C'est-à-dire que si on prend lambda égale 0 dans cette équation-là, ben n'importe quel. Donc il faut que ça soit égal à 0. Si on prend lambda égale 0, n'importe quel alpha satisfait l'équation. Ouais. Et le lambda, c'est la déviation écartique, en fait. Bah, ça multiplie l'écart type, oui. Ça multiplie, ok. Enfin, ça multiplie l'écart type ici. Et c'est juste, en fait, du coup, si c'est 0, il n'y a plus de risque, c'est ça? Si c'est 0, il n'y a plus de risque. Ah, d'accord. Et alors, en fait, je vais faire un graphe du problème qu'on essaye de résoudre. Donc si on trace comme une fonction de... Je me trompe de sens. Si on trace en fonction de lambda, donc je vais mettre lambda égale 0 ici, en mon décalé. Si on trace le alpha lambda optimal, donc c'est celui qu'on est en train de chercher, en fait, pour lambda égale 0, n'importe quel alpha est optimal. Donc on a une droite comme ça. Et ce qu'on va essayer de faire en appliquant le truc des bifurcations, on va essayer de trouver un alpha particulier, qu'on va appeler le point de bifurcation, et essayer de trouver la dérivée d'une branche qui satisfait encore les conditions, trouver les dérivées d'ordre supérieur, et de là, en déduire quelle correction il faut appliquer pour retrouver le portefeuille pour lambda égale 1. Donc c'est ce type de perturbation qu'on regarde. Donc sur la slide suivante, j'ai la condition qui doit être satisfaite par... j'ai la condition qui doit être satisfaite par alpha 0. Donc, pour pouvoir appliquer cette variante du théorème de bifurcation, il nous faut déjà que donc la fonction phi, c'est la condition d'optimalité que j'avais avant. Il faut que pour lambda, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, que n'importe quel alpha soit une solution. Donc c'est la branche de gauche là. Donc pour n'importe quel alpha, phi de alpha 0 est égal à 0. C'est ça. Oups. Aussi, il faut la condition que pour n'importe quel alpha, phi prime de alpha de 0 est égal à 0. Donc c'est phi prime de lambda, donc c'est pas automatiquement vérifié. Hein. Et le point de bifurcation alpha 0, il doit être celui tel que phi seconde de lambda est égal à 0. Et il n'est pas le seul dans ce cas-là, c'est-à-dire que si on regarde phi seconde lambda en alpha 0, ça c'est égal à 0, mais si on va un petit peu en haut, ou un petit peu en haut ou un petit peu en bas, ça devient non nul. Il faut que ce point-là soit uniquement déterminé localement. En fait, dans ce problème-là, il n'est pas juste uniquement déterminé localement, il est uniquement déterminé tout court. Donc ça, c'est les deux conditions qu'on a ici, pour que alpha 0 soit un point de bifurcation. Et alors, si c'est un point de bifurcation, on peut en déduire qu'il existe une fonction sur alpha de lambda, là, sur ma branche, dont on connaît les coefficients de l'expansion de Taylor, et en plus on peut calculer les coefficients de l'expansion de Taylor à partir du alpha 0 qu'on a trouvé, et donc on obtient alpha 1 qui est là, alpha 2. Donc là, voilà. Donc il y a deux choses. C'est pas exactement le théorème de bifurcation usuel, parce que le théorème de bifurcation usuel a comme condition phi prime de lambda, donc c'est phi prime de lambda égale 0, qui définit alpha 0.
au lieu de phi seconde de lambda, lambda égale 0. Mais en fait, l'un s'obtient en fonction de l'autre et il est juste adapté parce que la bifurcation se fait par rapport au risque. Mais c'est essentiellement le même théorème usuel. L'autre point, c'est que la formule, les alpha 1, alpha 2 se font en utilisant le théorème des fonctions implicites. Donc on met, une fois qu'on a alpha 0, on branche, on substitue dans la formule qui est là alpha 0 plus alpha prime lambda, on fait un développement limité, ça nous donne le alpha prime lambda. Et puis on peut le refaire sur tous les ordres, mais la formule en fait générale peut s'appliquer comme ça. Donc ça c'est pour une question. Donc c'est pour un problème statique. Il n'y a pas tellement de raison de faire ça pour un problème statique, pour être honnête. Donc maintenant, la question c'est est-ce qu'on peut le faire pour des problèmes dynamiques? Donc la réponse c'est oui, on peut le faire aussi, en utilisant exactement le même théorème de bifurcation, mais exprimé dans un autre espace, qui est maintenant un espace de fonction au lieu d'être un espace de vecteurs. Donc là, je vous donne une formulation très simple de problème de choix de portefeuille stratégique avec un acte. Donc il y a la richesse WT, il y a un revenu exogène YT qu'on reçoit à chaque période, qui est stochastique, et ce qu'on obtient pour la période suivante, c'est donc ce revenu exogène, et puis ce qu'on a choisi de ne pas consommer la période d'avant. Ce qu'on a choisi de ne pas consommer la période d'avant, on l'investit, un rendement RT, ça nous donne, donc c'est notre épargne qu'on récupère à la période suivante, qu'on peut encore dépenser. Le rendement RT, c'est là qu'intervient le choix de portefeuille. On peut l'allouer soit complètement dans l'actif sans risque R bar, soit dans l'actif risqué R bar plus pi plus epsilon. Et résoudre ce problème-là en maximisant la fonction qui est là, la somme de bêta t u de ct, il manque une espérance. Donc c'est l'espérance de ce truc-là, où on a donc l'utilité pour chaque période avec un discount sur le temps. Résoudre ce problème-là, c'est trouver une fonction pour la consommation et une fonction pour le portefeuille. Donc C de W et Xi de W. Le Xi, c'est quoi les lettres? C'est Xi, ça? Ouais, là, Psi, c'est Psi? Non, en fait, je connais pas très bien les lettres grecques. Mais ça, ça c'est Xi. C'est quoi ça? C'est Xi? C'est la part dans le risque. Ah, pardon. La part dans le risqué. Voilà, c'est la part de l'actif risqué. Merci. D'accord, c'est le choix de portefeuille en fait. Oui. Ok. C'est écrit directement sur le rendement là et non. C'est pas les valeurs investies dans les deux. C'est la proportion de la valeur totale. Ta richesse, et puis tu dirais ta Xi qui est dans le machin risqué, puis un moins Xi qui est dans le non risqué. Là, tu as écrit ça directement sur le rendement. Ouais. Et là, c'est dynamique parce que tu choisis chaque période en fait. Et c'est dynamique, ça peut être différent à chaque période. Puis tu as une deuxième dimension qui est différente, c'est que tu as le niveau. Alors que dans l'autre, c'était des parts. Il n'y avait pas le niveau. C'est effectivement ça, parce que s'il n'y avait pas la richesse, le problème serait le même à chaque période, et qu'on a une succession de problèmes statiques, si on consommait tout par exemple. Mais comme il y a la richesse, et comme la préférence pour le risque va dépendre du niveau de richesse, de manière d'ailleurs un peu contre-intuitive, eh bien, il faut tenir compte du fait que dans le futur, notre préférence pour le risque sera différente si on est plus riche ou moins riche, et donc ça affecte notre préférence aujourd'hui. Le fait qu'il y ait le taux d'intérêt devant la consommation, après c'est une question de convention temporelle aussi, ça. Ouais. Il y a l'autre façon de l'écrire, c'est
brut et non le rendement net. Hein. Oui, c'est un peu égal. On pourrait écrire ça comme ça, ce serait la même chose. Donc, même si ce problème-là, il a l'air assez simple, en fait, il ne l'est pas tellement. Donc, c'est lui qu'on appelle, donc ça dépend un peu dans quel livre ou papier, mais il peut s'appeler Strategic Asset Allocation, Optimal Portfolio Allocation with Intermediate Consumption. Donc, Intermediate Consumption, c'est parce que là, dans la somme, on ne maximise pas la richesse terminale à grand T. On a des utilités intermédiaires. Oui, puis là, ce qu'elle dit aussi, c'est que tu as une utilité avec de la vraie consommation. C'est pas de l'utilité indirecte comme avant. Ouais, après, c'est le problème aussi enfin, le fait que ce soit la consommation qui valorise tout, c'est la source de vraiment beaucoup de problèmes. Même une fois qu'on a réussi à résoudre le modèle. Donc c'est pas, pour ceux qui font un peu de finance en temps continu, c'est pas le même problème que celui de Merton. Donc on pourrait, le problème d'allocation optimale de Merton, c'est le même, mais il n'y a pas de revenu exogène Y. Et dans ces conditions-là, s'il n'y a pas de revenu exogène Y, en temps continu, on peut prouver la solution. En fait, elle est explicite et il y a la même proportion de la richesse. Enfin, chaque actif a la même proportion de la richesse à chaque période. Puis après, la richesse évolue. Donc là, c'est cassé. On peut arriver sans le Y en temps discret. Si on a une préférence log, on arrive encore à résoudre. Mais sous cette formulation, on n'a pas de façon de le faire en closed form. Donc, Y, c'est un revenu exogène. C'est un stochastique. C'est vrai que c'est un peu implicite. Donc il y a un problème qui ressemble un peu aussi, c'est le myopic investment, dans lequel on va dire la quantité de savings qui est allouée d'une période à l'autre, donc WT, est allouée de manière optimale, avec une condition d'optimalité, mais par contre, l'allocation du portefeuille va être faite en mean variance, ou avec une heuristique plus simple. Et donc c'est fait pour découpler en fait l'allocation intertemporelle de l'allocation du risque. Et donc dans les problèmes avec des investisseurs myopiques, on arrive aussi parfois à trouver des solutions exactes. Mais c'est pas le cas ici. Donc voilà. Donc il y a plusieurs stratégies pour résoudre ce problème-là. Donc il y a les stratégies, disons, génériques, qui consistent à traiter ce problème-là comme un problème de rational expectations, avec une équation de Bellman, faisant des itérations sur la fonction valeur, par exemple, ou même en itérant sur les conditions de l'air. Donc il y a un papier de Judd et Kai qui compare un peu, qui essaye de faire ça pour des problèmes d'assez grande dimension. Et pour les problèmes qui ne sont pas trop gros, vous pouvez utiliser ce logiciel dont je vais parler après, qui s'appelle Dolo, et qui a, disons, précodé d'une manière, j'espère, assez efficace, des logiciels comme ça de programmation, enfin des solutions pour des problèmes de programmation dynamique. Il y a, dans les méthodes asymptotiques, donc les bifurcations qui sont exactes dans une certaine limite, il y en a une développée par Campbell, Chan et Viscera, qui en fait ont remarqué que si, donc c'est des préférences légèrement différentes, mais si l'élasticité intertemporelle de substitution est égale à 1, donc si on peut substituer la consommation aujourd'hui à n'importe quelle date dans le futur, sans perte d'utilité, dans ce cas-là, il existe une solution exacte pour le portefeuille. Pas très intéressant comme solution, par contre, ils peuvent perturber quand l'élasticité intertemporelle de substitution est relativement proche de 1, ils peuvent retrouver la solution en perturbant par rapport à ça. Et donc ça marche avec un agent, il y a des gens qui l'ont aussi appliqué avec plusieurs agents. L'autre façon de faire, c'est de faire la même chose que tout à l'heure, des bifurcations qui étaient faites pour un problème statique, de le faire sur un problème dynamique. Donc ça a été fait par Ken Judd sur un problème à horizon fini.
Et ça peut être étendu, ce que j'ai fait sur des problèmes à horizon infini. Donc, je ne vais pas rentrer très en détail. Enfin, je vais essayer de faire. Si vous avez des questions, parce que vous ne croyez pas, vous ne comprenez pas exactement, je peux vraiment détailler, mais sinon j'essaie de vous donner l'idée générale. Donc, pour ce problème-là, si on dérive les conditions de l'air qui correspondent au problème de Bellman, en fait, tout le monde est familier avec les équations de l'air. Donc, je ne vais pas les dériver. Mais donc, on trouve que les conditions d'optimalité pour l'allocation des deux actifs, elles prennent la forme d'un produit entre ρ t plus 1, qui est le stochastic discount factor, je ne sais pas comment on dit. C'est ça, voilà. Donc le taux d'escompte stochastique fois le rendement de chaque actif. Et donc, en fait, de manière intuitive, on valorise dans l'intégrale. Donc, quand on a l'espérance de ρ t plus 1, un rendement rt plus 1. Donc, cette espérance, on la prend en t, on est là, et on regarde différents éléments qui peuvent se produire dans le futur, à t plus 1. Et donc chaque état du monde demain correspond à un rendement différent. Et le taux d'escompte stochastique nous dit quelle est la valeur aujourd'hui qu'il faut donner à un rendement d'un certain état du monde ρ t plus 1, donc qui va dépendre de l'état du monde demain. Et donc en utilisant ce taux d'escompte qui dépend de l'état du monde, ça nous permet de comparer les rendements dans les différents états du monde, et si on fait la moyenne, ça nous permet de comparer un actif qui nous donne ça nous permet de comparer deux actifs en faisant la somme de tout ce qui nous donne dans tous les états du monde. C'est l'espérance. Donc on va utiliser le même truc que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va se ramener à un problème dans lequel il n'y a pas de risque. En fait, on n'a pas besoin de se ramener à un problème où il n'y a pas de risque, il suffit de se ramener à un problème dans lequel les deux actifs sont parfaitement substituables. Là, comme il y en a un des deux qui n'est pas risqué, c'est raisonnable de se ramener à lui. Donc, on va... Ah, il y a une typo là. On va mettre un facteur lambda, tel que quand lambda égale 0, les deux actifs sont exactement substituables. Il devrait y avoir un signe plus ici, en fait. Parce que quand lambda égale 0, il n'y a aucun critère qui permet de départager les deux actifs. Ce qui implique de manière très... Non ? Ce qui implique de manière très intuitive que si lambda égale 0, n'importe quelle composition de portefeuille est optimale. On peut utiliser n'importe quelle fonction de portefeuille. Donc le alpha tout à l'heure, maintenant ça devient une fonction alpha. Non, ça devient une fonction xi. On peut utiliser n'importe quelle fonction xi et ça va toujours résoudre le problème. Et donc le truc assez général, c'est de séparer le modèle en deux parties. Alors je passe à un truc un tout petit peu plus abstrait. Séparer le modèle en deux parties où on va avoir une condition d'optimalité, c'est la première, étant donné la règle de décision du portefeuille. Donc F, c'est mon modèle, étant donné une décision de portefeuille. Je vais l'écrire au tableau. Donc la consommation, on a dit que c'était... Non, pardon. On a dit que la règle d'évolution c'était WT égale YT plus WT moins 1 moins CT moins 1 RT. Et on a dit aussi que la condition d'optimalité qui correspond au modèle à l'allocation optimale de WT, c'est l'espérance de ρ t plus 1 R bar. Parce que dans le modèle sans risque, on a R bar ici qui est le seul rendement.
Donc maintenant, ρt plus 1, notre stochastic distant factor, c'est ct plus 1 sur ct puissance moins gamma, et on peut remplacer là-dedans, moyennant un petit peu d'algèbre, Bêta de 20. oui. On peut remplacer cette équation là-dedans. C'est moins 1. On va dire que c'est ça. Et du coup, la condition de l'air, le F, on voit bien, comme c'est l'espérance de ρt plus 1, on voit bien qu'elle elle fait apparaître en fait Wt plus 1, Wt, Wt moins 1. Donc c'est une certaine forme f de espérance f de Wt moins 1, Wt et Wt plus 1. Donc Wt moins 1 c'est l'état des choses, ça s'appelle W. Le Wt, on peut l'obtenir par la règle de consommation. Ah ouais, c'est pas ça. Bon. Est-ce que vous me croyez si je dis que c'est une fonction f de W t-1 de la consommation aujourd'hui et de la consommation demain? Et donc la consommation aujourd'hui, pardon, on peut l'écrire comme ça. Si on garde Wt là, donc on a Wt, la consommation aujourd'hui, la consommation demain, et ça c'est une fonction de W. Donc on a W, une fonction de W, et en fait une fonction de combien on récupère si on a W moins W moins C. On a une fonction qui fait intervenir la consommation en fonction de l'état aujourd'hui. Non, qui fait intervenir l'état aujourd'hui, la consommation de cet état-là, et la consommation là où on arrive demain après avoir consommé. Donc W moins CW fois R plus Y. Donc c'est une équation en la fonction inconnue C, avec ceci bizarre que C est itérée sur elle-même. Voilà. Et donc elle est très compliquée à résoudre. Mais ça c'est la forme, c'est le cas dans tous les modèles d'expression rationnelle. Quand j'ai un point fixe, non. Bah en fait, en partant de là, c'est pas très. Ouais, si on partait de l'équation de Bellman, on pourrait calculer la fonction, itérer dessus, et en partant de là, trouver la solution telle quelle, c'est pas simple, sauf si on la fait autour d'un point fixe. Donc si on cherche un W bar, si on choisit W bar, on choisit C bar, qui est le point de consommation tel qu'on reste toujours à W bar, donc ça c'est un steady state. Après, on peut chercher C de W comme C bar plus un certain coefficient C1 fois
W moins W bar. On prend ça, on le rentre là-dedans, et on obtient une équation qui nous permet de choisir, qui nous donne deux valeurs possibles pour C1, une seule stabilisant l'économie, on choisit celle qui stabilise l'économie. Et donc en fait, c'est la technique des coefficients indéterminés ou des perturbations qu'on peut utiliser pour trouver la solution de ce modèle-là autour d'un point fixe. Mais alors, il y a une industrie entière qui est basée là-dessus. Il y a des logiciels, le plus connu s'appelle Dinar, qui permettent de résoudre des modèles avec des tonnes d'équations, du moment qu'on connaît un point fixe, qui vont trouver les coefficients de premier ordre, qui vont pouvoir ensuite trouver les conditions d'ordre supérieur. Et donc ça veut dire en filigrane que la méthode que je décris ici, on l'a décrit sur un modèle très simple avec une équation, mais elle fonctionne aussi sur des modèles beaucoup plus gros, à partir du moment où on est capable de résoudre le système par perturbation. Donc ça, c'était mon système pour n'importe quel portefeuille, sans risque. C'est clair qu'il ne dépend pas de l'allocation, parce que l'allocation n'intervient ni dans l'évolution de richesse, ni dans l'équation d'optimalité, pour la bonne raison que ça n'influe pas sur le rendement que j'obtiens. Si je veux calculer la dérivée de C par rapport à W, enfin en appliquant le théorème des fonctions implicites, je vais obtenir des trucs bizarres. Non, tu vas obtenir une équation quadratique avec deux solutions. Et pour chacune des solutions, tu regardes si la richesse diverge ou pas. Et celle qui diverge, tu dis qu'elle ne satisfait pas les conditions de transversalité ou qu'elle ne satisfait pas une no-quantity scheme, c'est-à-dire que c'est une solution où le gars peut emprunter de plus en plus pour emprunter de plus en plus. Et donc on l'exclut par hypothèse et on garde que celle qui est stable. C'est aussi les conditions, c'est Blanchard-Kahn. C'est moi qui rends le truc un petit peu obscur. Mais bon, s'il y a des questions sur ce point de résolution de modèle, je peux l'expliquer plus clairement en partant d'un point plus stable. Mais le truc, c'est qu'essentiellement, on sait très bien résoudre les modèles de ce type-là. Maintenant, on ne sait pas bien résoudre les modèles de portefeuille à cause du problème d'indétermination. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, là, si on utilisait notre dinar, on aurait le point stable, le point fixe. Du point fixe, on dériverait le premier ordre. Et puis après, on aurait, dans le même élan, les termes d'ordre supérieur, et ainsi de suite. Si le modèle a des portefeuilles, la procédure va stopper immédiatement parce qu'il ne va pas savoir trouver le point fixe. Et les points d'ordre supérieur dépendent du point fixe. Et donc il ne saura pas quel portefeuille choisir à l'ordre 0. Donc, notre modèle, on a dit qu'il avait l'équation de transition, une équation d'optimalité pour l'activation risque. Et de ces deux-là, si on choisit un portefeuille XI, on a dit qu'on savait résoudre ça. On sait résoudre ça pour obtenir une règle de consommation C2W. C'est aussi une loi de transition pour la richesse. Bon, maintenant qu'on a cette règle de consommation, on peut tester si la deuxième condition de l'air, RT plus 1, fois R bar plus lambda carré, puis plus lambda epsilon, on peut tester si elle est satisfaite ou pas. En fait, on peut tester sans le lambda, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester avec le lambda. Et donc, si on a le coefficient de premier ordre, si on a C0 plus C1, on va calculer cette condition-là, on va calculer au premier ordre C0. On va calculer la dérivée de cette condition-là par rapport à lambda. Parce que notre but, comme avant, c'est d'arriver à annuler psi carré, annuler la dérivée de ce critère-là par rapport au risque. On sait que quoi qu'on fasse,
6 secondes de n'importe quel alpha, ce sera toujours égal à 0. Sans risque. Non, pardon. On sait que le xi prime de n'importe quel choix de portefeuille fois 0, ça va toujours être égal à 0. Donc la fonction qu'on veut annuler, la fonction qu'on veut vraiment annuler, c'est xi seconde lambda lambda de notre alpha 0. Donc ça c'est une fonction, on peut en faire la perturbation en utilisant les mêmes logiciels. Et donc on obtient, si on est parti d'une hypothèse initiale sur le portefeuille, on a dit que c'était xi0 plus xi1 fois w, l'application w, c'est un petit taux du reste. On peut suivre la procédure, résoudre le modèle, calculer les résidus de l'équation d'optimalité de portefeuille, et notre critère de bifurcation, on peut le calculer à l'ordre 0. Donc en fait, quand je choisis le portefeuille de l'ordre 0, on obtient un terme dans la dérivée de Taylor de celui-là. Donc si on cherche la fonction, si on cherche l'extension de Taylor du portefeuille, il faut prendre tous les termes qui vont annuler l'extension de Taylor de la condition d'optimalité du portefeuille. Et avec annulé, tu veux dire que qu'elle est satisfaite, c'est ça? Oui. Si on fixe juste xi0, on va avoir comme sortie de cet algorithme-là un grand xi0. Donc on peut chercher numériquement quel xi0 correspond à grand xi0. Ensuite on va à xi1 et on en déduit grand xi1. Alors il faut faire attention que, mais ça on peut soit le prouver en fonction de pour chaque problème spécifique, soit le tester numériquement. Il faut faire attention que notre grand xi0 ne dépende pas de termes supérieurs. Parce que si c'est le cas, en fait, la procédure ne peut pas marcher. On n'est jamais sûr qu'on a trouvé le grand xi0, donc on ne connaît pas le bon coefficient. Mais dans ce cas-là et dans d'autres cas courants, on peut montrer qu'il y a une structure triangulaire de dépendance entre ces coefficients-là et ceux-là, et donc on peut les déduire les uns après les autres. Donc finalement, on arrive à obtenir des portefeuilles à n'importe quel ordre d'approximation. Donc si on regarde si c'est une procédure... Alors, juste un truc. Si on se rappelle mon graphe tout à l'heure, donc le graphe qu'on peut interpréter dans un sens beaucoup plus large, il y avait le niveau de risque lambda égale 0, lambda égale 1, on sait égal à 0 n'importe quel alpha est solution. Donc maintenant on va juste dire que ça c'est un axe qui contient des fonctions, donc n'importe quel alpha est solution. Le grand xi seconde de lambda lambda c'est aussi une fonction. On a trouvé le alpha 0. On a trouvé le alpha 0 qui est là. Ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas trouvé le portefeuille optimal, on a trouvé le portefeuille de bifurcation. Donc si on devait être vraiment sérieux, il faudrait regarder des dérivés d'ordre supérieur pour arriver et utiliser la formule d'inversion pour arriver à ce lieu. C'est vraiment très très pénible. Mais donc dans le modèle à un agent, avec peu d'état, on peut le faire. Dans le modèle que je montrais tout à l'heure à plusieurs agents, en fait, on peut voir que la première dérivée et la deuxième dérivée sont nulles. Et donc, a priori, le portefeuille de bifurcation est une assez bonne approximation. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comment on le calcule. La partie de théorème de fonction implicite que j'ai montré tout à l'heure n'est pas vraiment utile pour le modèle à plusieurs agents. Je dis ça pour toi. Et du coup, alors le lambda, on n'arrive pas à avoir cette fonction en fait finalement. On peut, il y a une formule. Il y a une formule qui dépend de lambda. Oui, c'est la formule d'inversion tout à l'heure. C'est-à-dire que si. Et c'est exactement la même. Je ne l'ai pas mise pour les fonctions, mais en gros, c'est cette formule-là. Une fois qu'on a trouvé le alpha 0, et qu'on a. Donc, on trouve alpha 0, mais alpha 0 c'est une fonction. Donc il faut les coefficients de Taylor de cette fonction-là. Ensuite, on peut chercher les coefficients de alpha 1 en appliquant ça.
Mais alors il y a quand même un truc, c'est que pour trouver les coefficients de alpha 0, donc ça dépend combien de coefficients on veut, mais pour arriver à inverser ça, il va falloir résoudre le modèle au moins jusqu'à l'ordre 3. Et il va falloir 3, je sais pas si, je sais plus si 3 ou 4 coefficients sur alpha 0. Donc on joue tout de suite avec des ordres d'approximation de modèles qui sont un petit peu élevés. Et donc avec plusieurs pays, lambda, enfin, à chaque fois que c'est impair, c'est 0, et donc on n'a pas ce terme-là. Parce que là, le théorème des fonctions implicites pour trouver les. Ça devient abominable là quand plus t'avances. Hein. Ouais. Les formules là, C'est pour ça que c'est un petit. Attends, un truc, parce que là, après, sur les graphiques, j'avais vu du global. Oui. Le problème que tu as posé avec simplement une méthode de résolution avec des polynômes de Chebyshev, etc., ça n'a pas une dimension. Enfin là, il y a une variable d'état. Ah, mais je suis d'accord. C'est Donc là, éventuellement un choc. Là, c'est pas surhumain avec du polynôme du global. Du donc là, en fait, Chebyshev, ce qu'on se demande, c'est est-ce que. ça peut même aller assez vite. Tout à fait. C'est très très rapide. Mais ma question, c'est est-ce que. Qu'est-ce qu'il y a ? La question, c'est est-ce que l'approximation, et notamment le portefeuille de bifurcation, sans utiliser la formule d'inversion derrière, est-ce qu'il est suffisamment précis pour être d'une quelconque utilité dans un problème où, par exemple, on aurait plein de variables d'état. Ce qu'on peut tester, c'est on peut appliquer la variable globale si on a moins de variables d'état, si on en a une, c'est très facile. Et là, on peut regarder la règle de décision. Donc ça, c'est la règle de décision d'épargne, en fonction de la richesse qu'on a. Et ça, c'est l'allocation sur l'actif risqué. Et donc, on voit qu'en fait, et ce problème a quand même un truc, c'est qu'il a aussi un continuum d'état stationnaire. C'est-à-dire qu'on peut le perturber autour de n'importe quel niveau de Localement, richesse. c'est pas mal, c'est ce que je veux dire. Hein ? Localement, c'est pas mal. Donc en fait, ça marche très bien, mais ça dépend un peu du point d'approximation qu'on a. C'est-à-dire si on veut approcher pour un agent qui est riche, mais qu'après il devient pauvre, on va se retrouver avec une règle qui est assez mauvaise. Mais bon, ça dépend si on est de nature optimiste ou pas. Moi, la façon dont je le vois, c'est qu'évidemment, on rate la courbe, mais il aurait fallu aller à un ordre supérieur d'approximation. Mais qu'en revanche, ne pas faire... la différence ici, c'est parce qu'on n'utilise pas le théorème de fonction implicite pour corriger. Asymptotiquement, en fait, ça devrait être vraiment égal. Mais je trouve que cette différence, elle n'est pas énorme par rapport aux variations. Donc, c'est probablement une bonne approximation si on regarde les petites fluctuations là. Alors, il y a un truc rigolo avec ce modèle-là, c'est que vous voyez que plus le gars est riche, moins il met dans l'actif risqué. Si on prend des utilités standards, ça c'est parce que l'utilité constant relative risk aversion, alors ça ne peut vont toujours mettre la même part dans des parts égales dans je vais dire une bêtise. Les parts allouées, la partie risquée et pas risquée, pardon. C'est un effet richesse. Oui, c'est un effet richesse qui en fait fait diminuer la part de revenus risqués, Y bar. Donc en fait, asymptotiquement, le Y bar disparaît. Et C'est parce que c'est l'indice absolu de la version qui compte pour les xi, donc c'est sigma sur W, plus t'es riche, moins t'es joueur. Un truc comme ça. oui, c'est ça. Donc c'est un des problèmes, par exemple, qu'on peut fixer avec, en rajoutant une constante, comme j'ai fait tout à l'heure. C'est une constante comme ça. Ah, ça c'est Ou avec, mais ça veut dire, enfin, ça veut dire qu'en fait, si on commence, parce que par ailleurs, un modèle avec cette fonction d'utilité-là se comporte très bien dès qu'on ne regarde pas les portefeuilles. Donc, dès qu'on commence à rajouter, à regarder cette dimension-là, on trouve pas mal de surprises. Alors, on est juste avant la pause là.
Euh, je- Là, j'ai juste écrit un modèle sur lequel je travaille avec un collègue du FMI, qui s'appelle Raphaël Espinosa. C'est un modèle de portefeuille, d'une certaine façon, c'est pour ça que je l'ai mis là. Il ne correspond pas à celui d'avant parce que donc ça représente un petit pays pauvre qui peut emprunter, qui en pratique emprunte d'institutions internationales et peut aussi accumuler des réserves. Donc YT, c'est encore le revenu que ce pays a. La dette, ce qu'il emprunte, c'est BT. C'est négatif si le pays est endetté. Et les réserves qu'il accumule, c'est ST. Alors, pour que ce soit intéressant, il faut que le rendement des réserves soit petit. Sinon, il pourrait il les utiliserait toujours au lieu de la dette. Et puis aussi, elles ne peuvent pas être négatives. C'est parce que si le rendement des réserves est petit et qu'on peut les shorter, ben, ça devient une dette plus avantageuse que la dette du FMI. Et la dette a aussi une contrainte qui n'est pas du même type que celle d'avant. Donc, un truc important, c'est que les modèles portefeuille, ça ne peut pas marcher si les actifs sont parfaitement substituables. Donc il faut qu'au moins dans un des états du monde, ils diffèrent l'un de l'autre pour qu'on puisse déterminer combien on va allouer à eux. Donc là, la façon dont ces deux actifs sont différents, à part le niveau de rendement, c'est que la dette doit toujours être supérieure à une contrainte de dette. Contrainte de dette qui n'existe pas en temps normal, quand x égale 1, ou qui est égale à la dette passée moins une certaine fraction. Donc le pays ne peut pas réémettre toute la dette qu'il avait avant, il est obligé de rembourser une fraction gamma, par exemple. Ça, c'est une typo. Il doit rembourser 10%, par exemple. Ah oui. Et ce choc de liquidité, X, arrive au hasard en suivant une chaîne de Markov qui a deux états. Donc la question qu'on se pose, et puis on peut aussi corréler le choc de liquidité au niveau de revenu, parce qu'en fait, donc la question qu'on se pose ici, c'est quel va être le choix de portefeuille. Est-ce que, pour quelle raison le pays va accumuler des réserves? Parce qu'en fait, on a vu dans les données, de manière assez surprenante, qu'il y a des pays, a priori en développement, qui accumulent des grandes quantités de réserves qu'ils utilisent pour emprunter. Ce qui n'est pas très logique quand on regarde les différences de rendement. Donc la raison de le faire, c'est de se couvrir en cas de choc de liquidité. Et dans une extension nouvelle qu'on a, si notre Y, c'est du capital qui s'accumule, qui produit, donc ça fait un autre variable de choix, en fait le pays a besoin de financer l'accumulation de capital. Donc la façon dont il l'accumule, c'est en empruntant, mais s'il emprunte beaucoup, il se soumet à un choc de liquidité et donc il accumule des réserves. Donc c'est une logique assez simple qu'on peut résoudre avec des méthodes de projection. Et donc c'est à ça que ça ressemble. À droite, on a, je me rappelle, donc les lignes pleines, la légende est un peu concise. La ligne pleine, c'est quand il y a un choc de liquidité, discontinu quand il n'y en a pas. On a en jaune la dette. Et donc on voit que le pays en fait est toujours, s'il part d'un niveau de dette donné, il va s'endetter pour financer son investissement, sauf s'il a une contrainte inférieure qui en fait n'est pas infinie, mais ici moins 0,8. Par contre, s'il a le choc de liquidité, il doit immédiatement rembourser une partie de la dette, ce qui est coûteux parce que sa consommation baisse. Ouais. C'est les règles de décision. Ça c'est les règles de décision de la dette, les réserves, contraint, pas contraint. Et ça c'est le niveau de dette dont tu parles. La noire, elle n'est pas contrainte, par contre, sont contraintes. La noire c'est juste la... C'est 45 degrés. 45 degrés. Et donc ce qu'on voit bien c'est que en fait le pays accumule des réserves pour se couvrir à la période suivante d'un risque de liquidité. Il en accumule toujours en fait, même quand il est contraint aujourd'hui, il essaie d'accumuler. Et la raison pour laquelle il y a de l'accumulation de dette, c'est que dans notre scénario, il part d'un niveau de capital qui est un peu en dessous du niveau de développement.
et donc il emprunte de la dette pour financer l'accumulation de capital et l'investissement monte. Sauf s'il est déjà à sa contrainte d'endettement, il ne peut pas investir. Donc c'est un modèle très simple qui rationalise un peu ce comportement des petits. Voilà, c'est tout. Pour maintenant, donc